S'il y a bien un type de livre qui me remet toujours d'aplomb un jour où je suis un peu déprimée, c'est bien ceux qui luttent contre la bêtise humaine et qui le font avec la plus grande méchanceté. Ce qui est merveilleux chez des auteurs comme Voltaire, Boileau, La Rochefoucauld, Romain Gary, c'est cette capacité à être sans pitié et terriblement perspicace. Ce sont des auteurs capables d'épingler avec cruauté les vices des hommes, donc de manière gratuite et pourtant si juste que c'est absolument irrésistible. J'aimerais donc vous partager aujourd'hui 3 de mes auteurs préférés, selon moi champions de cette catégorie. Je pense sincèrement que les lire fait du bien et rend meilleur, parce que oui, hein, on ne peut pas s'empêcher de se reconnaître de temps en temps dans les travers qu'ils dénoncent. On commence par une douceur relative avec Les Caractères de La Bruyère. Ce livre a été écrit entre 1688 et 1694, il y a eu 8 éditions, parce que La Bruyère, c'est l'homme d'un seul livre qu'il a retravaillé encore et encore. Alors ce sont des remarques sur l'humanité qui sont réparties en 16 chapitres, et donc réparties par thème. On a par exemple de la ville, de la mode, de l'homme, etc. Alors je sais bien que quand on imagine les moralistes du XVIIe siècle, on visualise des gens austères et sentencieux, mais en réalité, je vous assure qu'ils sont hilarants. La Bruyère observe la société des hommes, les rapports qu'ils entretiennent entre eux en fonction de leur classe sociale, l'hypocrisie, les vices, etc. La Bruyère est sans pitié dans son analyse de la nature humaine et de la société, et ce qui est drôle, c'est qu'il est très perspicace et que tout le monde en prend pour son grade. Le type n'épargne personne. Si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l'on aurait honte de parler ou d'écouter. Et l'on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s'accommoder à tous les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l'intérêt des princes, le débit des beaux sentiments et qui reviennent toujours les mêmes. Il faut laisser Aronce parler proverbes et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insomnies. Alors ce qui est à l'honneur de La Bruyère, c'est que ce n'est pas gratuit. Tout ça a pour objectif de réformer l'homme et de le ramener à ce qui est essentiel pour La Bruyère, c'est-à-dire Dieu et la vertu. Il veut exhiber les vices et le ridicule de l'homme pour le remettre sur le droit chemin. Mais bon, la lecture des caractères, c'est avant tout le plaisir de reconnaître les gens. L'humanité a assez peu changé globalement depuis le XVIIe siècle, donc on ne peut pas s'empêcher de reconnaître des gens de son entourage, voire soi de temps en temps, dans la description de comportements ridicules, de certains types de pensées ou des habitudes qui en soi sont totalement absurdes. Il fait une peinture générale de la nature humaine qui fait qu'on visualise tout de suite à quel type de personnes il fait allusion, et on constate bien qu'on les a encore aujourd'hui, et c'est très divertissant. L'on gagne à mourir d'être loué de ceux qui nous survivent, souvent sans autre mérite que celui de n'être plus. Le même éloge sert alors pour Caton et pour Pison. Le bruit court que Pison est mort, c'est une grande perte, c'était un homme de bien, et qui méritait une plus longue vie. Il avait de l'esprit et de l'agrément, de la fermeté et du courage, il était sûr, généreux, fidèle, ajoutez « pourvu qu'il soit mort ». La Bruyère travaille ses remarques de telle sorte qu'on passe souvent du général au concret avec un exemple, ou alors avec un effet de chute. Le tout allié avec son talent incroyable de la concision. En quelques lignes à peine, il peut être redoutable. La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire, et de quelques autres, c'est de n'écrire point. Après, La Bruyère, ce n'est pas que ça. Dans ses remarques, il y en a beaucoup qui sont philosophiques, ou qui cherchent à faire en sorte que l'homme adopte une meilleure conduite, mais moi, j'avoue, je le préfère en observateur des hommes, parce que je trouve que c'est là qu'il excelle. Et pour la première lecture, je vous conseille plutôt de vous balader dans le livre et d'aller vers les remarques qui vous font le plus envie, comme ça, en fonction de leur longueur ou de leur thème. Et je vous conseille fortement de l'annoter, par exemple d'entourer vos remarques préférées, parce que c'est toujours un plaisir quand on le rouvre de retomber sur celles qui nous ont déjà plu, et c'est aussi pour moi un livre qui se prête avec ses propres annotations à l'intérieur, et on partage comme ça les moments qui nous ont fait rire ou qui nous ont fait réfléchir. Alors s'il vous fait peur, ce que je peux comprendre, vu la taille et le fait que ce soit du XVIIe siècle et qu'on n'est pas forcément habitué à en lire, je vous conseille dans ce cas-là les Maximes de La Rochefoucauld. On est un peu sur le même esprit d'observateur de l'humanité et de critique perspicace, mais c'est beaucoup plus concis, les Maximes font entre 2 et 4 lignes, et la langue est plus accessible aussi, je trouve. Et je vous rassure, il est tout aussi juste dans ses analyses, et je dirais même encore plus méchant. On sent le sourire permanent de l'auteur quand on le lit, il est là, il s'amuse, et nous aussi.
On monte un peu en puissance dans la méchanceté avec Chien blanc de Romain Gary. C'est mon tout premier Romain Gary que j'ai lu il y a très peu de temps et que j'ai absolument adoré, donc préparez-vous, il va y avoir du love. Alors c'est une autobiographie, autofiction, roman, je ne sais pas très bien quelle est la catégorie précise, mais en tout cas c'est écrit en 1969 et publié en 1970. Dans ce livre, Romain Gary, qui est le narrateur personnage, habite aux États-Unis avec sa femme, l'actrice Jean Seberg, et donc en plein moment de lutte pour les droits civiques. Il se sert de son statut d'étranger à la Montesquieu pour observer tout ça avec du recul, une fausse naïveté, et en même temps se permettre diverses critiques. On est vraiment sur l'étranger éclairé qui observe et qui balance. Alors il n'y a pas de réelle intrigue, on est plus sur des pensées et des moments rassemblés autour de son séjour aux États-Unis. Au départ, on a quand même une petite intrigue romanesque autour d'un chien recueilli par Romain Gary et dont il découvre ensuite qu'il a été dressé pour n'attaquer que les personnes noires. Donc c'était un chien dressé par la police du sud des États-Unis dans ses moments les plus glorieux. Il va essayer avec l'aide d'autres personnes de guérir le chien et de lui faire désapprendre tout ce qu'il a appris. Mais rapidement, on a la portée symbolique et la réflexion qui prennent explicitement le dessus. Peut-on guérir le chien? Peut-on soigner le racisme? Peut-on soigner la haine? Parce que ce que nous montre Romain Gary lors de son séjour dans les années 60 aux États-Unis, c'est avant tout une situation qui est intenable. Il y a une haine mutuelle qui sature tout et détériore tout, avec des luttes contre la police, mais aussi des luttes intestines. Bon, là vous allez vous dire, ça n'est absolument pas drôle. Mais si, parce qu'en fait ce qui fait la saveur de ce livre et le fait que je me suis bidonnée, c'est le narrateur. Alors c'est écrit à la première personne, et on est sur un personnage narrateur qui est vraiment là. On a une parole forte, parfois un peu fatigante, mais qui moi m'a totalement charmée. C'est un livre qui est extrêmement drôle, traversé par de l'humour en permanence, avec un style qui lui est propre. On a ce petit ton du personnage narrateur qui se revendique de Voltaire et de La Rochefoucauld, ce qui selon moi ne fait effectivement aucun doute, et qui va cracher sur tout le monde, globalement. Pour ça, il utilise des phrases de conclusion comme un effet de chute, ou alors il va jouer sur le sens littéral et le sens figuré des mots pour créer des images tout à fait cocasses. Et puis, il utilise en masse l'ironie et l'excès, la provocation. Tatum m'a dit que cet homme étrange est doué d'une immunité presque magique, qu'il est totalement insensible à tous les poisons des serpents américains, complètement mitridatisé. Je l'ai vu moi-même dans la fosse aux serpents, debout parmi les grouillants, occupé à extraire de ses mains nues le venin d'une vipère qui se tordait à son poing. Dommage que ce soit tellement plus difficile avec les hommes. Il y a cette méchanceté mordante, provocatrice, qui épingle l'homme dans tout ce qu'il a de risible, dans tous ses petits travers, ses paradoxes et son hypocrisie. L'objectif de Romain Gary, c'est de lutter contre la bêtise. J'essaie de me calmer, je me dis que la bêtise, c'est grand, c'est sacré, c'est notre mère à tous, il faut savoir s'incliner devant Dieu. Il est sans pitié et il ne prend pas la peine d'expliciter clairement quel est en réalité son point de vue. Il parie sur l'intelligence de son lecteur. Il y a une ironie permanente qui, au début, peut être un peu déstabilisante, puis quand on apprend à connaître Romain Gary, elle devient tout à fait jouissive. Alors le personnage principal est parfois un peu irritant, je ne vous le cache pas, mais il est terriblement perspicace et ce caractère politiquement incorrect fait vraiment du bien. Alors pour tout vous dire, j'ai même pleuré de rire, ce qui ne m'était jamais arrivé en lisant un livre. Si vous l'avez lu, la scène où il se déguise en bourgeois gaulliste typique pour rallumer la flamme de la révolution étudiante en France, mais c'est absolument génial, j'étais pliée. Rien que pour cette scène, lisez Chien blanc. Ce dont il faut avoir confiance, c'est que cette ironie mordante, cette provocation excessive servent en réalité à enrober une indignation et une révolte de l'auteur face à tant de violence et tant de haine. Écrire est pour lui comme un cri, on sent qu'il faut que ça sorte. C'est un livre qui se révèle sur la longueur, je trouve, et notamment le dernier tiers, qui est moins dans la provocation et plus dans le triste constat. Il y a vraiment un désespoir face à l'état de l'humanité et une solitude profonde. On sent bien que derrière sa misanthropie hostile, le personnage narrateur exprime aussi un grand humanisme et sa sensibilité. J'essaie de m'adoucir en fermant les yeux et en faisant le compte de tous les nazis que j'ai tués pendant la guerre, mais cela ne fait que me déprimer. Vous voulez tuer l'injustice, mais vous ne tuez que des hommes. Camus a écrit que l'on condamne à mort un coupable, mais qu'on fusille toujours un innocent. Toujours cet infernal dilemme, l'amour des chiens et l'horreur de la chiennerie. Je vous conseille fortement Chien blanc de Romain Gary si vous avez envie d'être secoué dans vos habitudes et vos certitudes, mais aussi si vous avez envie de rencontrer une sensibilité touchante et juste.
Bon, par contre, hein, vous l'aurez compris, on rit, mais on n'en ressort pas avec une grande foi en l'humanité. À présent, la palme de la méchanceté, mon héros, Boileau dans les satires. On est encore au XVIIe et dans un contexte de querelles littéraires et artistiques. Donc il faut les imaginer, les auteurs de l'époque passaient leur temps à s'envoyer des pamphlets et des vers assassins, l'objectif étant dans ces écrits de décrédibiliser les idées des autres, voire les autres, tout court. Et Boileau est extrêmement doué, d'où ses satires écrites dans les années 1660. Alors il faut savoir que Boileau c'est quelqu'un de méchant et de mesquin, mais aussi de très talentueux, ce qui le rend extrêmement drôle. Alors, sa démarche est simple, ses vers sont parfaits et il les met au service de son fiel. Une de ses caractéristiques principales, c'est de nommer explicitement les gens qui l'attaquent. Ce qui était très mal vécu à l'époque, hein, et on peut les comprendre. Bienheureuse Scudéry, dont la fertile plume peut tous les mois sans peine enfanter un volume. Tes écrits, il est vrai, sans art et languissants, semblent être formés en dépit du bon sens, mais ils trouvent pourtant, quoi qu'on en puisse dire, un marchand pour les vendre et des sots pour les lire. Et quand la rime enfin se trouve au bout des vers, qu'importe que le reste y soit mis de travers. Malheureux mille fois celui dont la manie veut aux règles de l'art asservir son génie. Un sot en écrivant fait tout avec plaisir. Il n'a point en ses vers l'embarras de choisir et, toujours amoureux de ce qu'il vient d'écrire, ravi d'étonnement, en soi-même il s'admire. C'est délicieux à lire et ça l'était déjà pour les lecteurs de l'époque. Alors Boileau crache sur ses contemporains, sur l'homme en général, dont il montre les vices, l'hypocrisie, la vanité. Il fait tomber le masque social parce que lui, il détient la vérité. Alors l'humour jouissif des satires passe notamment par leur aspect vivant. Hein, c'est toujours dynamique, dialogué, on sent l'énergie et la fureur. Et puis dans les satires, il y a ce vers merveilleux. Je pense que en dépit de ma lecture un peu moyenne, vous l'entendez. Il y a une grande maîtrise, il joue avec les rythmes et les rimes, il adore faire rimer le nom des gens qu'il critique avec un élément péjoratif. Le gars se fait plaisir. Hein. Tout son art du vers vient sanctionner la méchanceté du propos. Donc on a des portraits peu flatteurs, mis en scène de manière ridicule, avec des images décrédibilisantes à souhait. Bien évidemment, tout cela sert son propre orgueil et lui permet de briller aux dépens d'autrui, mais aussi de montrer son talent pour la satire. Alors moi, ce que je préfère chez Boileau, c'est sa mauvaise foi, parce que le type n'a honte de rien. Écoutez-moi ça, c'est quand même scandaleux. Donc là, il répond à l'accusation qui lui est faite régulièrement de ne dire que des méchancetés de ses contemporains. « Puisque vous le voulez, je vais changer de style. Je le déclare donc, Quinault est un Virgile. Pradon comme un soleil en osant apparu, Pelletier écrit mieux qu'à Blancourt ni Patru. Cotin à ses sermons traînant toute la terre, fend les flots d'auditeurs pour aller à sa chair. Sophale est le phénix des esprits relevés. Perrin, bon mon esprit, courage, poursuivez. Mais ne voyez-vous pas que leur troupe en furie va prendre encore ses vers pour une raillerie? Et Dieu sait aussitôt que d'auteurs en courroux, que de rimeurs blessés s'en vont fondre sur vous? Vous les verrez bientôt, féconds en imposture, amasser contre vous des volumes d'injures, traiter en vos écrits chaque vers d'attentat, et d'un mot innocent, faire un crime d'État. N'est-il pas extraordinaire? Non mais, quand même quand on lit ça, on comprend qu'il les ait rendus tous complètement fous. Donc moi, la première fois que je l'ai lu, je suis complètement passée à côté. Je ne m'attendais pas à ça et je n'ai pas saisi le ton. Mais quand je l'ai relu et que je savais donc davantage où je mettais les pieds, là j'ai pu pleinement apprécier et ça a été l'éclate. Alors si vous vous lancez dans les satires, il faut arriver à entendre le jeu, la voix narrative. Il faut pas s'imaginer lire une intrigue, un roman ou quoi, ça n'aurait absolument aucun sens. Ce qu'il faut, c'est arriver à l'imaginer en train d'écrire les satires, de cracher son venin, d'être content de lui et d'imaginer la réaction des autres. C'est génial, c'est insupportable, il n'a peur de rien et c'est totalement décapant. Au cas où ça vous aurait échappé, je vous invite fortement à venir vous fendre la poire et vous amender au passage en compagnie de Boileau, Romain Gary, La Rochefoucauld et La Bruyère. Pour ma part, je compte bien continuer à les feuilleter et à explorer l'œuvre de Romain Gary parce que je pense que c'est devenu l'un de mes nouveaux meilleurs amis. À la prochaine!